De façon formelle et solennelle, je salue nos panélistes, Althia, Michel et Paul. Bonsoir à vous. Bonsoir. 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 Il faut parler de vaccination pour commencer, puisque c'est reparti aujourd'hui au Québec, le coup d'envoi un peu plus officiel à cette campagne massive de vaccination. On va commencer par une donnée toute récente au cours des 10-15 dernières minutes qui nous provient de M. Dubé lui-même, qui a mis à jour le chiffre en ce qui concerne les rendez-vous, 100 000 rendez-vous depuis ce matin qui ont été pris dans le cadre de cette campagne de vaccination, comme on le voit sur le tableau, qui concerne les personnes âgées de 85 ans et plus. On sent un certain soulagement dans la foulée de cette campagne qui s'initie et qui, si tout va comme prévu, devrait nous permettre de gagner cette guerre contre les variants, vaccins contre variants. Écoutons là-dessus messieurs Dubé et Arruda, et on s'en reparle. Non seulement Pfizer a confirmé qu'on recevrait 400 000 doses en mars, mais on va en avoir 300 000 de Moderna. C'est-à-dire qu'en fait, dans les 4 prochaines semaines, on va recevoir 700 000 doses d'ici la fin mars. Ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle. On sort, je vous dirais, d'une période de sécheresse de vaccins, je l'espère, et on va pouvoir maintenant repartir la machine de telle sorte que ces groupes qui ont l'air un après l'autre avec énormément de distance vont être quasiment en parallèle. Bonne nouvelle sur le plan sanitaire et sur le plan politique, Michel C. Oui, sur le plan politique, parce que ce qui est dangereux dans une campagne comme celle-là qui touche autant de monde, c'est que le diable est dans les détails. Il suffit qu'il y ait un problème informatique pour que les gens disent « Ah, ça marche pas la campagne ». Et bon, ça semble pas être comme ça au premier jour de la prise de rendez-vous. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Souvenez-vous, aux États-Unis, Obamacare a pris des mois à se remettre d'un problème informatique le premier jour où les sites ont été ouverts. C'est toujours, ça, les politiciens ont toujours peur de ça. Maintenant, il faudra voir comment les centres vont fonctionner, mais tout semble indiquer, en tout cas, que tout est bien pour l'instant. Pour l'instant. Et Althia, évidemment, tout le monde observe de près ce qui se fait dans chaque province. Comment avance cette campagne de vaccination? Ouais, je ne dirais pas que tout va bien. Je pense que peut-être les gens qui sont aussi cyniques que moi avaient pensé que ça irait moins bien. Alors, on pense que ça va assez bien. Mais il y a quand même la question de comment est-ce qu'on va vacciner les gens qui sont à la maison, les gens qu'on leur a dit de ne pas sortir de leur domicile depuis 1 an, les gens qui ont passé des heures au téléphone à essayer de prendre des rendez-vous, les gens qui ont essayé de prendre des rendez-vous puis qu'il n'y avait plus de disponibilité. Mais c'est vrai que le diable est dans les détails. Puis, comparé à l'Ontario, comme exemple, ça va beaucoup mieux au Québec. Mais je pense que la grosse question, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on semble, toutes les provinces même, on dirait, ne semblent pas avoir pris les mois à l'été dernier, à l'automne, pour se préparer pour une campagne qu'on savait allait être énorme. Puis, toujours dans des questions de santé, les gens veulent avoir confiance dans leur gouvernement. Et puis, comme Michel le signalait, si ça va pas bien, s'il y a même juste des petites bousculations, les gens sentent qu'il y a un manque de confiance dans le système puis que ça va mal. Paul. Bien, je pense quand même le test au Québec aujourd'hui, il a été réussi. Vous l'avez dit tantôt, c'était le jour 1 de la campagne de vaccination massive. C'est aujourd'hui que ça commençait. Puis il y a plein de façons par lesquelles ça aurait pu planter. Et croyez-moi, le cabinet du ministre Dubé, ils étaient nerveux parce qu'ils pensaient à tous ces scénarios-là quand, à 8 heures du matin, ils sont réunis alors que commençait la prise de rendez-vous. Puis il y a des informations qui rentraient au compte-gouttes, qu'il y avait tel ou tel petit problème, par exemple, pour rentrer les codes postales à la capitale nationale. Mais ça avait été corrigé. Puis je pense que pour le jour 1, ça me semble avoir plutôt bien commencé, d'autant plus qu'on sait à quel point qu'habituellement les nouvelles technologies, puis tout ce qui est dossier informatique en santé, on est pas mal toujours proche de la catastrophe. Mais je pense que M. Dubé, c'est un gars qui est c'est un gestionnaire, qui est aussi quelqu'un qui est très intéressé par les nouvelles technologies, puis on était dans ses forces aujourd'hui. Autant il y a eu des erreurs du point de vue du Québec avec le système de santé, mais aujourd'hui, ça aurait pu être pas mal pire que ce que ça a été. Oui, il est intéressé par les nouvelles technologies et donc a ouvert la porte à cette histoire de passeport vaccinal. Sébastien Bovette disait qu'un peu plus tard, en conférence de presse, il a admis qu'il est peut-être allé un peu trop vite dans toute cette histoire, avec un sujet quand même qui peut susciter pas mal de questions, notamment éthiques. Écoutons là-dessus M. Dubé, on en reparle.
Pour moi, c'est tout à fait naturel de penser qu'on aura un vaccin, un passeport vaccinal digital là, à court terme, puis c'est ce qu'on a demandé. En même temps, comme le docteur Arruda l'a dit, c'est de dire à quel moment vous avez le passeport. Est-ce que c'est après tant de semaines de vaccination, etc.? Là, c'est ça qu'on est en train de regarder, mais on a des gens qui travaillent là-dessus. Michel, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Beaucoup de pays envisagent ça, et c'est vrai, sauf que ce qu'on apprend au fur et à mesure de cette pandémie-là, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs, de médecins qui disent, écoutez, là, peut-être que la vaccination contre la COVID, ça va devenir une affaire annuelle comme la vaccination contre la grippe. Et là, avoir un passeport vaccinal annuel à renouveler quand tu vas aller te faire donner le vaccin pour la deuxième dose de la deuxième année, ça risque de devenir un cafouillis assez considérable. Si c'était une affaire qu'on donne une fois et pour toujours, c'est une chose. Si ça devient un vaccin annuel, bien là, il faudra le penser que si c'est pratique de demander ça aux gens. Oui, puis on le voit que c'est en place, ce système, notamment en Israël. Israël qui est le champion mondial de la vaccination en ce moment. Mais ça a causé là-bas certains inconforts. Certains y voyaient une injustice. Les vaccinés et les pas vaccinés, deux classes de citoyens, puisque ça permet d'accéder à certains lieux publics, tout ça. Atia. Mais en fait, je ne suis pas une experte dans ce qui s'est passé en Israël avec non, mais le ça passeport soulève de des questions vaccination, mais... éthiques, entre autres. Ouais. Oui, la vie privée, mais je pense que les plus grandes questions, c'est celles avec qui on n'a pas de réponse à l'instant. Alors, si tu es vacciné, ça dure combien de temps? Pas tous les vaccins sont faits pareil. Il y en a, on sait que Pfizer, Moderna sont beaucoup mieux qu'AstraZeneca, puis peut-être Johnson & Johnson, selon les essais à ce point-ci. Bon, mais la question de passeport vaccinal, c'est pas du nouveau. Pour aller au Brésil, il faut se démontrer qu'on est vacciné contre la fièvre jaune. C'est certain, je pense que les pays où la plupart de leur population vont être vaccinés vont vouloir que les gens qui viennent dans leurs frontières que ces personnes-là soient vaccinées parce que c'est un risque au restant des gens qui ne le sont pas. Alors, je pense que c'est certain qu'on va voir ça un jour, mais on n'est pas rendu là à ce moment-ci. On va clore avec vous là-dessus, Paul. Oui, bien, il y a déjà des exigences d'être vacciné pour certaines maladies avant de voyager, donc c'est pas entièrement neuf. Ça va assurément être une demande des gens qui ont déjà été vaccinés. Cela dit, moi, ce qui m'a surpris dans la phrase de M. Dubé, c'est pas qu'il en parle, mais c'est qu'il utilise l'expression court terme en même temps qu'il dise qu'il y réfléchit parce que il a quand même implanté un système de passeport digital. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a des gens qui vont peut-être un peu être déçus parce que même si on a un passeport vaccinal, ben c'est pas parce que vous êtes vacciné que les mesures de distanciation sociale et de masques vont forcément tomber. Ça, la santé publique aura le dernier mot là-dessus. Mais il va y avoir des pressions vraiment des gens qui sont vaccinés, là, qui vont eux-mêmes le réclamer. Oui, et des acteurs économiques aussi qui vont le réclamer, puisque ça avait déjà été utilisé par l'industrie. Des festivals, exactement. Plein de commerçants. Ouais. Il y a une économie à repartir, diront certains, à travers tout ça. Là, je ne sais pas s'il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau ou non, quelque chose d'un épiphénomène ou non, mais on va parler de ce tweet de Denis Coderre qui est en lien avec la vaccination. Ça a fait réagir aujourd'hui. Il y en a eu deux de ces gazouillis. Ça, c'est le premier. Celui qui a, si on veut, alimenté les débats. Je tiens à saluer le ministre Christian Dubé et son équipe, notamment Sarah Maud, une membre de l'équipe de M. Dubé, du ministre Dubé. Il y avait un problème informatique pour prendre rendez-vous pour la vaccination de mes parents et ils ont réglé la situation en moins de 2. Bravo et merci, Christian. Voilà pour le tweet. Bon, certains avaient peut-être en tête cette affaire qui liait à l'époque, celui qui était à l'époque maire de Montréal et le SPVM, on s'en souviendra. Donc, ça a généré des réactions, tout ça. Et vous avez vu la réaction, le tweet de M. Coderre qui a tenté de remettre le couvercle sur la marmite. Mais je vais vous entendre là-dessus. D'abord, Michel, est-ce qu'on doit en faire tout un plan? Non. Jusqu'à preuve du contraire, M. Coderre n'a pas tenté d'avoir un passe-droit pour ses parents. M. Dubé a dit qu'il a signalé un problème informatique qui était dans le système et qu'il n'essayait pas d'avoir un passe-droit. Puis bien franchement, Denis Coderre, qui se prépare à revenir en politique, c'est un secret de polichinelle, serait jamais assez bête pour aller mettre sur Twitter qu'il a demandé un passe-droit.
Ça, je pense pas qu'on puisse penser qu'un politicien qui a l'expérience de M. Coderre serait assez bête de faire ça. Est-ce qu'il aurait pu éviter tout ce qui s'est écrit là-dessus en envoyant un remerciement en privé, par exemple, Paul? Peut-être, en termes de gestion d'image. Puis je pense que la raison pour laquelle on en parle, c'est, comme vous l'avez dit, c'est que M. Coderre a déjà fait ce genre d'erreur éthique. Mais dans ce cas-ci, moi, ce qu'on m'explique, c'est que il y a plein de gens qui ont signalé au ministère de la Santé, au cabinet de M. Dubé, des problèmes informatiques et ils étaient très contents parce que la seule façon de découvrir ces problèmes-là, c'est qu'on les porte à leur attention par des gens qui sont en train de tester le système pour qu'ils puissent les corriger. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas M. Coderre qui a demandé une faveur, c'est pas une faute d'ingérence, mais ça montre à quel point il y a des gens qui se souviennent de ces ingérences passées et peut-être au plan de la stratégie du candidat à la mairie attendu, je ne sais pas s'il aurait dû ne pas en le mentionner sur Twitter, mais bon, je pense que je me scandaliserai une autre fois, là, pas aujourd'hui. C'est ça. Je pense que ça va être rapidement oublié, toute cette affaire. Ce qu'on a davantage en tête, bien des gens, c'est est-ce qu'il y aura ou non une élection au cours des prochains mois, au cours du printemps? Tiens, sondage Crop La Presse, allons-y avec ces résultats aujourd'hui qui, encore une fois, ont alimenté toutes sortes de conjectures. On voit ici total défavorable à 57 % à la question. Êtes-vous favorable à un déclenchement des élections fédérales? Sondage mené, je le rappelle, au Québec. Est-ce que ça, c'est matière à faire réfléchir Justin Trudeau, selon vous, Atia? Pas plus qu'il réfléchissait déjà. Il semblerait qu'il y ait deux camps dans le bureau du premier ministre et dans le Parti libéral. Les gens qui veulent y aller après le budget, qui était le scénario qu'ils envisageaient à l'automne, et puis les gens qui veulent attendre peut-être à l'automne prochain ou même essayer de faire le mandat complet. La plupart des gens ne voient pas que le premier ministre va décider de faire le mandat au complet, mais pour l'instant, Jagmeet Singh, le chef du NPD, dit qu'il va soutenir le gouvernement jusqu'à temps que la crise finit. Ça pourrait être au moins une année, 2 ans peut-être. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le sondage, c'est que quand même 43 % des gens qui veulent aller en élection, puis que c'est des gens qui voteraient pour le NPD ou le Parti conservateur, ce que le sondage de Crop indique, en fait, ça ne les aiderait pas du tout. Ils sont à 13 % à peu près dans le sondage. Je pense que les gens n'ont pas vraiment la tête à ça, puis ça se voit dans le 20 % de gens qui n'ont aucune préférence, qu'ils ont indiqué aux gens qui leur ont posé la question. Oui, on voit ici, justement, puisque vous évoquez ces résultats de sondage quant aux intentions là, des gens, des personnes sondées. 20 % pour le Bloc, qui était quand même pas mal plus haut lors des derniers... lors du dernier résultat. Maintenant, Angus Reid, cette semaine, il est à 29 % Bon, il y en a certains qui... Je ne veux pas faire le procès des sondages, mais certains ont dit aujourd'hui, faisons attention à ces chiffres, Michel. Faisons toujours attention à ces chiffres et aux chiffres de sondage. On l'a vu dans nombre de juridictions et dans nombre d'élections. Cela dit, j'ai rarement vu des sondages où les gens disaient « je veux aller en élection », puis quand ça arrive, d'habitude, c'est que les gens ont tellement ras-le-bol du gouvernement que c'est un très mauvais signe pour sa possible réélection. D'habitude, ça le freine. Mais on est en pleine pandémie. Regardez ce qui se passe à Terre-Neuve, où qui est obligé d'annuler l'élection. On n'aura peut-être même pas 50 % de participation dans cette élection-là. C'est peut-être pas le meilleur moment pour ça. Et d'autant que si M. Trudeau, il y a une autre fenêtre. Si, au mois de septembre, presque tous les Canadiens qui ont voulu être vaccinés ont été vaccinés, comme il l'a promis, là, il y aura une très belle fenêtre pour faire une élection. Mais ce printemps, je la vois pas mal moins que ça. Paul? Bien, le sondage, de toute façon, me semble hypothétique et prématuré parce que même chez les libéraux qui voudraient aller en campagne électorale ce printemps, ils sont les premiers à reconnaître que pour déclencher une élection, il faudrait que la campagne de vaccination aille très bien. Et ça, on n'est pas encore capable de tirer cette conclusion. Il faudra attendre au moins, je dirais, à la mi-avril. Et la population aussi, bien, il n'y a personne qui aujourd'hui veut une campagne électorale alors que leurs parents sont pas encore vaccinés. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que, disons, à la fin avril, la campagne de vaccination, scénario où elle va bien, est-ce que là, les gens, pas tant réclament une élection, mais ne seront pas trop choqués
d'aller voter parce que l'autre chose que regardent les libéraux, c'est les conservateurs, ils sont où? Et en ce moment, ça va pas particulièrement bien pour les conservateurs. Donc, je pense que ça démange certaines personnes autour de M. Trudeau qui se disent « Allez, vite, 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 les vaccins », pendant que M. O'Toole, lui, sa cote de popularité n'est pas très élevée. Oui, il traverse des moments difficiles et c'est ça qui peut être la clé au final, le positionnement des adversaires sur un plan strictement stratégique, tiens. Oui, absolument. Puis je dirais même, ce serait plutôt comme mai, même peut-être mois de juin, beaucoup plus tard au printemps que plus tôt, là. Certainement pas au mois de mars. Puis Erin O'Toole, cette semaine, il a dévoilé une autre annonce, une publicité en anglais cette fois-ci qui posait la question, encore une fois, qui est Erin O'Toole? Les chiffres le démontrent, les gens ne savent pas, il est qui? Le Parti conservateur lui-même est démangé par des différents camps qui ne sachent pas où le parti se situe, puis il se prépare à une convention le mois prochain qui va faire bousculer les choses. Morale de l'histoire, ça sent pas les élections pour l'instant. Merci à vous trois et bonne soirée. Merci, bonsoir.